messieurs, bienvenue dans Dossier spécial. Aujourd'hui, spécialement, nous allons répondre à une question qu'on a trouvée très pertinente parce que la question nous a été posée par nos fidèles téléspectateurs et je vous informe que Dossier spécial a plus de téléspectateurs dans les universités, que ce soit ici à Kinshasa et un peu partout à travers la République, et particulièrement les étudiants en droit qui sont dans les départements des droits économiques et sociaux. Ils sont très intéressés par cette question et c'est avec raison parce que les différentes choses que nous disons dans Dossier spécial les intéressent au plus haut point dans le cadre de leurs études, pourquoi pas. Et particulièrement aussi, pourquoi pas la société civile qui est très intéressée par ce que nous sommes en train de dire. Parce que ici, dans Dossier spécial, notre particularité et notre spécificité, c'est que nous sommes dans la loi. On n'est pas dans l'action. Les autres sont dans l'action, mais nous sommes dans la loi. C'est-à-dire, nous donnons certains éléments, certaines indications pertinentes de la loi pour éclairer beaucoup de personnes qui sont dans l'action et beaucoup de personnes qui sont encore dans les études. Donc, nous, on est là pour éclairer. C'est un peu ça le travail que nous faisons. On donne de la lumière, on donne des éclairages. Attention, ce que vous êtes en train de faire, la loi ne le dit pas. Attention, ce que vous êtes en train de faire, la loi l'oriente de telle ou telle autre façon. C'est un peu de cette façon-là que nous travaillons. Voilà pourquoi de temps en temps, nous lançons un message à nos amis de la société civile pour que, au niveau de l'action ou au niveau des actions menées par la société civile, qu'on tienne compte également de certains de certains éléments légaux pour que leurs actions soient davantage plus efficaces sur le terrain. Je prends un exemple. Vous êtes en train de mener des actions dans le cadre de la RSE. C'est une très bonne chose, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises, c'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'on a tenu compte dans le cadre de ces actions certains éléments légaux pour renforcer les éléments de terrain? Et parmi les éléments légaux ici, il faut mettre en tête que la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, mais dans le cadre du code minier, parce que nous sommes dans le secteur qui est nôtre, dans le cadre du code minier, la RSE, dans le cadre du code minier, c'est le cahier des charges, c'est la dotation 0,3%. Mais s'il faut élargir cette RSE en tenant compte de certaines obligations, notamment les obligations sociales et les obligations environnementales, alors là, on élargit les champs. On va parler des exigences environnementales également dans le cadre des obligations et nous allons parler également de certaines exigences sociales. Parce que dans les exigences sociales, vous avez à la fois la formation et vous avez la question d'emploi également qui entre en ligne de compte. Donc tout ça, ce sont des éléments que nous donnons à la lumière des actions qui sont menées surtout par nos amis de la société civile. C'est très 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 important ce que nous sommes en train de dire. Et pourquoi pas aussi, nous aidons l'administration minière à être beaucoup plus efficace sur le terrain et à faire très attention à ne pas devenir amis aux entreprises minières. C'est vraiment un point sur lequel moi j'insiste. Parce que le piège, c'est que vous êtes dans l'administration minière, attention, il n'y a qu'un pas entre rester rigoureux conformément aux dispositions du code minier et devenir ami aux entreprises minières. Il n'y a qu'un pas. C'est-à-dire entre les deux. Soit on reste rigoureux vis-à-vis des entreprises minières ou les titulaires des droits miniers, ou soit on se dit, bon, en lieu et place de rester très rigide tel que le veut le code et les règlements miniers, on devient ami aux titulaires des droits miniers. Et c'est alors que nous intervenons pour demander à l'administration minière congolaise de ne pas devenir amis aux titulaires des droits miniers. Non. Parce que si nous suivons les rôles de l'administration minière ici dans notre pays, et quand je parle de l'administration minière, elle est plurielle, elle est vaste. Ça va du cabinet de son Excellence Monsieur le Ministre ou Madame la Ministre si vous voulez, au secrétariat général avec toutes ses directions,
ainsi que les services spécialisés du secteur minier. Et ici, les services spécialisés qui sont dans l'administration minière, vous avez la CTCPM, vous avez les CEC, vous avez les CAMI, les cadastres miniers, vous avez les FOMIN, vous avez les services géologiques nationaux du Congo. Et toutes ces structures-là font partie de l'administration minière. Et toutes ces structures, si vous lisez dans les règlements miniers, elles ont des missions spécifiques. Lesquelles missions doivent s'appliquer de façon stricte. Et elles appliquent leurs missions auprès des titulaires des droits miniers et des carrières. Donc c'est pour dire que si elles deviennent amies aux titulaires des droits miniers, il y a un problème qui va se poser. Le secteur minier ne sera pas efficace. D'où le rôle qui est nôtre, c'est de rappeler de temps en temps l'administration minière à faire très attention à ne pas devenir amis aux titulaires des droits miniers. Et enfin, nous ne cessons de parler des titulaires des droits miniers dans notre émission. On les aime parce qu'ils viennent également, pourquoi pas, soutenir un secteur qui est important pour la République démocratique du Congo, parce que c'est l'un des secteurs qui soutient l'économie de notre pays, c'est l'un des secteurs qui participe à une très bonne hauteur au budget national, et les titulaires des droits miniers sont en train de jouer un rôle prépondérant pour l'équilibre économique de la République démocratique du Congo. Donc nous, on a tout intérêt à les soutenir, on a tout intérêt à les motiver à travailler. Mais par contre, le travail qui doit être leur, c'est un travail qui ne viendra pas saper les dispositions pertinentes du code minier ou du règlement minier, non. C'est un travail qui viendra plutôt s'appuyer sur les différentes dispositions légales afin qu'ils puissent implémenter leurs activités de façon légale. Là, on est d'accord. Mais par contre, si nous réalisons que les titulaires des droits miniers ne font pas leurs activités au regard des dispositions pertinentes du règlement et du code minier, nous allons nous y opposer. Et nous allons pas nous opposer de façon farouche, mais nous allons tout simplement apporter de la lumière pour dire, par rapport à telle action menée par X ou Y titulaire des droits miniers, au regard des dispositions pertinentes, c'est illégal. Donc c'est un peu ça le travail que nous sommes en train de faire. On donne de la lumière là où il y a les ténèbres. C'est un peu ça. Alors la question nous a été posée et je vais demander à la réalisation de nous proposer les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de sûreté dans le secteur minier. C'est un thème technique et je vais demander vraiment à toutes les personnes qui nous suivent de nous suivre avec beaucoup d'attention parce que la matière, elle est non seulement importante, mais la matière également va réveiller beaucoup de personnes, surtout la société civile, je suis en train d'insister. Parce que on ne peut pas parler de sûreté dans le secteur minier si la société civile ne joue vraiment pas un rôle de sentinelle. Parce que en parlant de sûreté, vous allez vous rendre compte que nous allons rapidement tomber dans ce qu'on appelle les contrats. Et en parlant des contrats, il y a une obligation. Je ne parlerai même, c'est une obligation légale, bien sûr. Et dans cette obligation légale, si vous lisez avec moi l'article, si je ne me trompe pas, l'article 7 ter du Code minier, et dans cet article, on nous parle des éléments relatifs, à la transparence, à la publicité, à la traçabilité et pourquoi pas à la certification. C'est-à-dire, c'est parmi les éléments indispensables dans le secteur minier, la traçabilité et surtout la transparence. J'insiste, article 7 ter du Code minier. On parle de la transparence. Et dans la transparence, on insiste sur le fait qu'il faut la divulgation et la publication des contrats. J'insiste, la divulgation et la publication des contrats. Ce sont les éléments importants de la transparence. Article 7 ter du
code minier. Et je parlais ici de l'administration minière, et vous allez vous rendre compte que une des structures de l'administration minière, notamment la CTCPM, parmi ses missions, la CTCPM a également la mission de la centralisation et de l'organisation de la circulation de l'information dans le secteur minier. Donc, la centralisation et l'organisation de la circulation de l'information. Ça, c'est le rôle de la CTCPM. C'est l'un des rôles de la CTCPM. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que aujourd'hui, s'il faut parler de la divulgation, s'il faut parler de la publication des contrats, on peut aller au site de la CTCPM et on peut trouver pratiquement les différents contrats qu'il y a. Pas seulement les différents contrats dans le sens large et même dans le sens un peu plus global, mais ici, j'aurais souhaité même les différents contrats qui sont signés dans les cadres de sûreté dans les secteurs miniers, qui est également, pourquoi pas, de la divulgation, qui est également de la publication de ces contrats. Parce que les différents contrats qui sont signés dans les cadres de sûreté sont des contrats qui passent par l'instruction cadastrale, qui passent par l'instruction technique. Or, quand ça passe par l'instruction cadastrale, c'est le cadastre minier qui procède à l'instruction de ces sûretés-là. Et quand ça passe à l'instruction technique, c'est la direction des mines qui procède à l'instruction technique de ces différentes sûretés. Puisque ces différentes sûretés, le cadastre minier attendra l'avis technique de la direction des mines et donnera également son avis cadastral, les deux avis coordonnés vont parvenir à l'autorité compétente, c'est-à-dire le ministre des Mines, qui va, pourquoi pas, approuver la sûreté, les contrats, et qui va, pourquoi pas, désapprouver les contrats. Donc c'est pour vous dire, chers amis de la société civile, que c'est important de parler également des sûretés dans les secteurs miniers. Et quelles sont les sûretés qui sont organisées dans les secteurs miniers? C'est par là vraiment que j'aimerais attirer l'attention et des téléspectateurs qui nous suivent, les étudiants qui nous suivent également, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent. Je suis très reconnaissant du fait que vous nous suivez. On passe les matins, on passe les soirs. Vous nous suivez, ça nous fait énormément plaisir. Ça, je dois être très très reconnaissant à votre égard. Ça, moi personnellement, ça me fait énormément plaisir chaque matin qu'il y ait des gens, des milliers de personnes qui se donnent la peine de nous suivre. C'est vrai, certains éléments que nous disons ne sont toujours pas faciles et à la portée de tout le monde, mais quand les gens se donnent ce temps-là de nous suivre, ça nous fait plaisir et ça augmente, pourquoi pas, de la pression pour que nous puissions, pourquoi pas, nous organiser à toujours être à la hauteur de vous servir et de vous donner des éléments indispensables pouvant vous permettre d'avoir de la lumière. Parce que moi, mon rôle, à chaque fois que je passe dans un dossier spécial, c'est donner de l'éclairage, c'est donner de la lumière là où il y a des ténèbres. Parce que si on ne donne pas de la lumière, c'est fini, tout le monde risque d'entrer dans la brousse. Et nous n'avons pas besoin que les gens entrent dans la brousse. Il faut à un certain moment donner de la lumière. Et ce matin, nous allons donner une certaine lumière par rapport aux sûretés. Au fait, moi, je ne veux pas entrer dans les considérations d'ordre définitionnel pour commencer à vous définir c'est quoi les sûretés, ça se passe comment dans les secteurs miniers, mais sauf que, pour retenir en gros, quand on parle de sûreté, c'est en quelque sorte des garanties. Des garanties qu'on donne à un créancier pour que, à la fin de l'échéance de l'obligation, qu'il soit payé. C'est tout simplement ça. En d'autres termes, j'explique ça en des termes simples. Vous avez un créancier et un débiteur. Un créancier, c'est la personne qui a la créance, la personne qui a les moyens. Le débiteur, c'est la personne qui sollicite les moyens auprès du créancier. Vous avez ces deux personnes. Le débiteur vient voir les créanciers pour lui dire, bon voilà, monsieur, moi j'ai besoin que vous puissiez me prêter par exemple 10 000 $. Le créancier a besoin d'avoir des garanties que à échéance, c'est-à-dire les moments
convenu que le débiteur pourra lui payer ces 10 000 $. Alors, comment les choses s'organisent sur le plan des droits? On donne un certain nombre de garanties légales aux créanciers pour que, à échéance, que les débiteurs puissent lui payer sa créance. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, puisque les débiteurs sollicitent 10 000 $ auprès du créancier, le créancier va lui demander des garanties. Ce sont ces garanties-là qu'on appelle sûreté. Ça vient garantir les créanciers qu'à échéance, il sera payé. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Que ce soit en droit commun, parce que généralement les sûretés sont organisées dans les droits OHADA, parce qu'il y a les droits OHADA sur les sûretés. Si vous allez là-dedans, vous allez trouver tous les éléments de sûreté, n'est-ce pas? Mais ici, moi, je viens parler de ces garanties-là, je viens parler de ces sûretés-là dans le secteur des mines. Est-ce qu'il existe également des garanties? Il existe également des sûretés dans le secteur des mines? J'ai dit oui. Et ici, je suis en train d'attirer l'attention de mes amis de la société civile. C'est très important, je l'ai déjà dit à l'amorce. Parce que les différentes garanties qui sont reconnues dans le secteur des mines, ce sont des contrats à part entière. Puisque ce sont des contrats à part entière, ces contrats doivent être divulgués, ces contrats doivent être publiés. Et c'est là où j'aurai des questions à poser à la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui, la société civile peut avoir à sa disposition ou à sa possession certains contrats de sûreté? Ici, quand je parle de certains contrats de sûreté, je vais entrer en profondeur et vous allez comprendre de quel genre de contrat je suis en train de faire allusion. Voilà. Donc, si on comprend que c'est d'un côté un débiteur qui a besoin des moyens, et de l'autre côté, vous avez le créancier qui a les moyens, le créancier va mettre les moyens à la disposition du débiteur, c'est-à-dire la personne qui sollicite les moyens. Mais avant que les créanciers puissent mettre les moyens à la disposition du débiteur, le créancier a besoin de garanties. Il faut garantir à ce que vous, débiteurs, vous devez garantir à ce créancier-là que voilà, je vais vous payer vos 10 000 $ après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois. C'est-à-dire, après 1 mois, quelles sont les garanties que vous, débiteurs, vous me donnez, moi, créancier, que à terme ou à échéance, j'aurai mes 10 000 $. Dans le droit OHADA, c'est organisé de tel, ça c'est un exemple, je ne suis pas encore dans les... C'est parce que les créances, les sûretés telles qu'organisées dans le secteur des mines, c'est un peu particulier. Je vais vous expliquer certaines particularités parce qu'on a un peu le temps, je vais vous expliquer certaines particularités. Mais j'aimerais que l'on puisse se comprendre dans ce sens-là. C'est-à-dire, en clair, dans le droit OHADA, moi, ok, j'ai besoin de 20 000 $, je viens voir un créancier, c'est-à-dire quelqu'un qui a des moyens, je lui demande de me prêter 20 000 $. La personne qui a les moyens me dit, bon voilà, donnez-moi la garantie. Je peux prendre, hein, ça c'est un exemple, je peux prendre mon véhicule, ok, je lui donne en garantie. Ça peut être une Jeep Prado, ça peut être une Jeep Fortuner, toutes sortes de Jeep d'une valeur au-dessus. Je lui donne ma Jeep en garantie. La Jeep que je lui donne en garantie là, c'est une sûreté. C'est ça la sûreté. Pour que, à échéance, si le débiteur n'est pas solvable, ok, le créancier va saisir la justice pour se faire payer. Parce qu'on ne peut pas soi-même se permettre de vendre la Jeep et de se faire payer. Non, il faut saisir la justice
Et c'est la justice qui va organiser de telle sorte que vous puissiez entrer dans vos droits. Donc, en gros, c'est un peu ça de sûreté. Mais dans les secteurs des mines, comment les choses se passent? C'est une question pertinente qui m'a été posée et j'aimerais que l'on soit clair de ces côtés-là. Dans les secteurs des mines, il y a deux sûretés qui sont organisées. Deux sûretés. La première sûreté, vous avez les hypothèques. Ça, c'est une sûreté qui est organisée dans les secteurs des mines. Et la deuxième sûreté qui est organisée dans les secteurs des mines, c'est le gage. Il n'y a que ces deux sûretés, j'insiste, dans les secteurs des mines, il n'y a que ces deux sûretés qui sont organisées conformément au code minier. J'insiste. Vous avez les hypothèques et les gages. Contrairement au droit commun, contrairement au droit de l'OHADA, là vous avez plusieurs sûretés qui sont organisées. Dans le droit OHADA, si vous allez dans le droit OHADA, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs sûretés qui sont organisées. Mais dans les secteurs des mines, il n'y a que deux sûretés qui sont organisées conformément au code minier. Alors si nous allons dans les codes miniers, les hypothèques sont organisées au niveau de l'article 168, si je crois, 168, et les gages sont organisés au niveau de l'article 176. Ce sont là les deux sûretés qui sont organisées dans les secteurs des mines, contrairement, tel que j'ai dit, au droit OHADA. Parce que dans les droits OHADA, il y a également la summa divisio. Dans les sûretés, vous avez des sûretés personnelles et vous avez des sûretés réelles. Ok? Dans les sûretés personnelles, vous avez la caution ou les cautionnements, qui est également une sûreté. On aura, c'est pas la matière à expliquer aujourd'hui, les cautionnements, c'est une sûreté. Et vous avez également la garantie et la contre-garantie autonome. La garantie autonome et la contre-garantie autonome, ce sont là les sûretés qui sont organisées en tant que sûreté personnelle. Et vous avez les sûretés réelles également qui sont organisées dans les droits OHADA. Ah, dans les sûretés réelles, là vous avez l'hypothèque, vous avez les gages, vous avez pourquoi pas les nantissements. Ce sont aussi des sûretés qui sont organisées dans les droits OHADA. Mais par contre, dans les secteurs miniers, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de sûreté personnelle. Non. Il n'y a pas de sûreté personnelle parce que dans les codes miniers, il n'y a pas de cautionnement. Dans les codes miniers, il n'y a pas de garantie autonome, il n'y a pas de contre-garantie autonome. Il n'y en a pas. Dans les codes miniers, il n'y en a pas. Et dans les codes miniers, on a plus de sûretés réelles. Mais les sûretés réelles dans les codes miniers, en lieu et place de prendre toutes les sûretés réelles qui sont organisées dans les droits OHADA, les codes miniers n'appliquent que deux sûretés en lieu et place de trois sûretés. Parce que les nantissements également font partie des droits réels, mais ici, dans les secteurs miniers qui nous concernent, on a pris seulement les hypothèques et les gages, qui sont des sûretés qui sont organisées dans les secteurs miniers. Alors, ce sont en quelque sorte des contrats. Quand on parle des hypothèques, ce sont des sûretés qui ne concernent que des biens immeubles. Attention, les hypothèques ne concernent que des biens immeubles. Voilà pourquoi j'ai dit dans le secteur minier, c'est un secteur qui est particulier parce que l'entendement que le droit OHADA s'est fait de l'immeuble est différent de l'entendement que le secteur minier s'est fait de l'immeuble. Nous devons nous mettre d'accord. Parce que dans les droits OHADA, c'est tout à fait normal, quand on parle de biens immeubles, il y a des biens immeubles par nature, n'est-ce pas?
Est-ce que vous savez que en droit, les sols, c'est un immeuble? Ah oui, les sols, c'est un immeuble. C'est un bien immeuble par nature. Ok? Alors, vous avez également des biens immeubles par incorporation. Là, c'est dans les droits OHADA. Tout ce qui est, même dans le Code civil, livret 3, quand on parle des biens, et je crois que si nous allons au niveau de l'article 5 de cette disposition-là, on va nous présenter également les biens immeubles par nature, où vous avez les sols, vous avez les mines également, qui sont considérés comme les biens immeubles par nature. Et nous avons des biens immeubles par incorporation. Alors, là, je suis en train de vous parler à la fois du droit OHADA et à la fois du Code civil livret 3 des biens. Livret 2, pardon, des biens. Et là-dedans, si nous allons prendre tout ce qui est biens immeubles par incorporation, vous avez les bâtiments et les accessoires, vous avez tout ce qui est construction qui est inhérente au sol, n'est-ce pas? Les arbres également sont des biens immeubles par incorporation parce qu'ils sont attachés au sol. Tant qu'ils sont attachés au sol, ce sont des immeubles. Vous avez toutes sortes de plantes, des plantes quelconques, tout ça, ce sont des biens immeubles. Là, nous sommes dans les droits communs ou dans les droits OHADA. Et vous avez également certains immeubles par destination, tout ce qui est objet mobilier qui est placé dans une propriété, dans un immeuble, par les propriétaires dans un immeuble, tout ça sont de biens immeubles par destination. Donc, les droits OHADA ou le Code civil livre 2 des biens organisent les biens immeubles à sa façon. C'est-à-dire, vous avez les biens immeubles par nature, vous avez les biens immeubles par incorporation et vous avez les biens immeubles par destination. Tout ça, ce sont des biens immeubles. Alors, mais par contre, les hypothèques en droit minier, parce que j'ai besoin que nous puissions faire cette distinction pour nous permettre de mieux comprendre la spécificité des sûretés dans les secteurs des mines. Parce que ce sont des mêmes garanties, au fait, qui sont organisées, que ce soit dans les droits OHADA ou dans les codes civils livre des biens, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes garanties qui sont organisées. Voilà pourquoi je vous parle du Code civil livre 2 pour qu'ensemble, l'on puisse mieux cerner comment les secteurs des mines organisent ces sûretés. J'ai dit, dans les secteurs des mines, nous avons les hypothèques comme sûreté. Et hypothèques, ce sont des sûretés qui sont basées sur les biens immeubles. Sur des biens immeubles. Alors, on y va. Si nous pouvons prendre dans les codes l'article 168 du code minier, on va bien comprendre de quoi nous sommes en train de faire allusion. Article 168 du code minier. Le code minier nous dit ceci: sont susceptibles d'hypothèques au présent code. N'est-ce pas? Je dis bien hypothèque. Or, les hypothèques, dans le droit commun, ça concerne les biens immeubles. On doit se mettre d'accord. Immeubles. Or, quand on parle des biens immeubles, je l'ai dit et j'insiste pour la bonne compréhension, surtout pour les amoureux des dossiers spéciaux qui nous suivent, parce que la question de ce matin a été technique et nous voulons simplifier certaines choses pour l'intérêt et pour l'intention de tout le monde. C'est-à-dire, dans les secteurs miniers, quand on parle d'hypothèque, ça concerne quoi? Ça concerne tout ce que vous avez comme titre: permis de recherche, permis d'exploitation des rejets, permis d'exploitation des petites mines. Tout ça, ce sont là
des biens immeubles susceptibles d'hypothèque. C'est un peu particulier dans le secteur des mines. Ce n'est pas un bâtiment, non. Non. Ce n'est pas un immeuble, un building, non. Ici, dans notre secteur à nous, quand on parle d'hypothèque, c'est vrai, ce sont des biens. Quel type de biens? Les permis que vous avez. J'en viens, parce que ce sont des contrats. Ce sont des contrats. N'oubliez pas que quand on parle de sûreté, il y a toujours des parties prenantes. Vous avez un créancier, vous avez un débiteur. N'oublie pas ça. Ça veut dire, là où je suis en train de venir, c'est pour vous dire tout simplement que dans le secteur des mines, à un certain moment, les titulaires des droits miniers, c'est-à-dire l'entreprise minière, peut être dans les besoins, par exemple pour renforcer son équipement de production, par exemple pour, je ne sais, pour tel ou tel autre besoin, l'entreprise minière peut avoir besoin d'avoir des liquidités. L'entreprise minière peut se trouver dans une position où elle a besoin d'argent. L'entreprise minière peut aller solliciter l'argent auprès d'un créancier. C'est là où je suis en train de venir. Puisque l'entreprise minière peut aussi aller solliciter l'argent auprès d'un créancier, qu'est-ce que le créancier va demander en garantie à l'entreprise minière? Le créancier va demander en garantie à l'entreprise minière un bien immeuble comme hypothèque. Quels sont ces biens immeubles que le législateur congolais a érigés dans les codes comme hypothèque? On vous dit, c'est tout ce que vous avez comme permis de recherche, permis d'exploitation, permis d'exploitation des rejets, permis d'exploitation des petites mines. Ce sont là les hypothèques dans les secteurs miniers. Le législateur congolais ne s'est pas limité là. Le législateur congolais a dit les immeubles par incorporation situés dans les périmètres d'exploitation minière. Immeubles par incorporation. Quand on parle d'immeuble par incorporation, c'est tout bien qui est attaché au sol. Ça peut être une maison, ça peut être un chantier. Tout ça, c'est, on dit, immeuble par incorporation. Notamment, et le code est clair, on vous cite, les titulaires des droits miniers, c'est-à-dire l'entreprise minière, peut également hypothéquer l'usine ou ses usines, les installations, tout ce qu'il y a comme installation. Elle peut hypothéquer également les machines construites pour la concentration, les traitements et la transformation des substances minérales contenues dans les gisements ou dans les gisements artificiels, contenus dans les mines. Vous comprenez? C'est un peu ça. C'est-à-dire, si il faut parler de sûreté dans les secteurs miniers, notamment en parlant des hypothèques, c'est que les débiteurs va mettre à la disposition du créancier hypothécaire, ce sont les éléments que je vous donne. Tout ce qu'il y a comme titre, permis et ainsi de suite, et aussi certains biens immeubles par incorporation, usines, installations. On parle également des machines. Ok? On peut mettre ça en hypothèque. Le législateur ne s'est pas limité là. Le législateur a parlé également des immeubles par destination affectée à l'exploitation minière, point. Vous comprenez? Immeuble par destination. C'est-à-dire tout ce que les propriétaires a mis dans l'immeuble, par incorporation, et la présence de cet immeuble par destination
est étroitement lié à l'immeuble par incorporation, notamment les différentes machines telles qu'on a dit au-dessus, les machines qu'on y met dans une usine. Ces machines-là qu'on y met dans une usine, ce sont des immeubles par destination, n'est-ce pas, affectés à l'exploitation minière. Donc c'est un peu ça la particularité du secteur minier. Par contre, si nous sommes dans les droits OHADA, si nous sommes dans les cas du Code civil livret 2 des biens, j'insiste, de biens, vous allez vous rendre compte que si il faut hypothéquer, les créanciers vont solliciter au débiteur l'hypothèque relative à l'immeuble par incorporation, c'est-à-dire la maison. Donnez-moi les certificats d'enregistrement de votre maison comme hypothèque. On hypothèque la maison. N'est-ce pas? C'est-à-dire, en matière d'hypothèque, de l'autre côté, c'est-à-dire, dans le droit commun, on hypothèque tout ce qui est bien immeuble. J'insiste, bien immeuble. Et les biens immeubles dans les secteurs des mines, c'est les permis de recherche, permis d'exploitation dérégé, permis d'exploitation des petites mines. Ok? Deuxièmement, ce sont des biens immeubles par incorporation situés dans les périmètres d'exploitation minière. Bien immeuble par incorporation. Usine, c'est un bien immeuble par incorporation. Et on vous dit également de biens immeubles affectés par destination, affectés à l'exploitation minière. Des machines qu'on met à l'intérieur des usines, ce sont des biens immeubles par destination qui sont affectés à l'exploitation minière. Ce sont là les choses qui doivent être hypothéquées dans le secteur minier. Mais là, alors, je pars rapidement des gages et nous allons maintenant parler de ces deux types de contrats pour réveiller l'attention de tout le monde. Alors, quand on parle des gages, j'ai dit que dans le secteur minier, il n'y a que deux sûretés. Il y a l'hypothèque dont je viens d'expliquer, c'est-à-dire l'hypothèque concerne des biens immeubles. Et dans le secteur minier, les biens immeubles, ce n'est pas le même entendement qu'on a dans les droits OHADA. Dans les droits OHADA, les biens immeubles, c'est ce que j'ai expliqué. Ça peut être immeuble par incorporation, votre maison, votre villa, tout ce que vous voulez. Ça peut être bien immeuble par destination, tout ce qu'on y met à l'intérieur de la maison, qui sont rattachés à la maison, c'est-à-dire tout ce qui est bien de décoration dans la maison. Ok? Ça, c'est dans les droits OHADA. Mais ici, chez nous, dans le droit minier, c'est vraiment les différents biens dont je vous ai parlé qu'on peut hypothéquer. N'oubliez pas ça, c'est important. Et ne confondons pas parce que c'est vraiment des sûretés particulières, attachées au secteur des mines. Dans le secteur des mines, on hypothèque que ces permis de recherche et ainsi de suite. Dans le secteur des mines, on hypothèque que les biens immeubles par incorporation affectés ou situés dans les périmètres miniers. Et dans les périmètres miniers, c'est 400 km², vous pouvez avoir autant d'usines, vous pouvez hypothéquer les usines que vous avez. Vous avez autant de machines pour la concentration des substances minérales, vous pouvez également les hypothéquer. Donc, vous comprenez que ce n'est pas forcément une maison. On est d'accord? C'est un peu ça la particularité du secteur minier. Deuxième sûreté qui est organisée dans le secteur minier, ce sont des gages. Alors, je donne toujours cette différenciation pour nous permettre de mieux comprendre. Dans les droits OHADA,
on ne peut mettre en gage que le bien meuble par corporation. Je me fais comprendre. On ne peut gager qu'un bien meuble par corporation, c'est-à-dire susceptible d'appropriation. C'est ce qu'on peut mettre en gage, notamment votre voiture. Ok, vous pouvez gager ça. Votre téléphone, vous pouvez. C'est-à-dire c'est que vous susceptible de vous en approprier. C'est ça, bien meuble par corporation, que vous pouvez vous en approprier. Ok? Pouvez vous trimballer avec partout. En d'autres termes, en des termes simples, c'est-à-dire un bien qui peut vous permettre de vous promener avec partout. Mais une maison, vous ne pouvez pas vous promener avec partout. Voilà pourquoi c'est immeuble. Ok? Dans les gages, vous ne pouvez que gager un bien meuble, c'est-à-dire un bien susceptible d'appropriation. Vous pouvez vous promener avec partout. Ok? C'est ça le bien meuble qu'on peut gager. Le bien meuble, le gage est différent des nantissements. Dans les nantissements, c'est aussi les biens meubles, ok, mais par incorporation, qui ne sont pas susceptibles d'appropriation. Vous ne pouvez pas vous promener avec partout. Notamment, votre brevet d'invention, par exemple. Vous ne pouvez pas vous promener avec partout. Notamment, votre action en banque. Vos actions en banque, vous ne pouvez pas vous promener avec, mais ce sont des titres qui sont importants. Ce sont des biens meubles par... sont des meubles par incorporation. Ok? Alors, vous avez également votre compte en banque également. Là, nous sommes dans les nantissements. C'est-à-dire, ce sont des biens meubles qui ne sont pas susceptibles d'appropriation. Ce sont des biens meubles par incorporation. Alors, ça ne nous concerne pas. Vous comprenez que dans le droit au WADA, les biens meubles, c'est ce dont je viens de vous dire. Votre voiture, votre vélo, votre téléphone, tout ce que vous pouvez vous promener avec un peu tout partout. Mais ici, chez nous, dans les secteurs miniers, quand on parle, alors je souhaiterais qu'on puisse lire ensemble, si vous le souhaitez, l'article 176 du Code minier pour que nous puissions ensemble nous mettre d'accord. Alors, dans les secteurs miniers, le bien meuble qu'on va gager, je dis que dans les secteurs miniers, on a aussi les gages comme sûreté. Le bien meuble qu'on va gager dans les secteurs miniers, ce n'est pas les véhicules. Hein. La société minière ne va pas gager ses véhicules, la société minière ne va pas gager ses téléphones, ne va pas gager... Non, non, non. Ici, dans les secteurs miniers, qu'est-ce que la société minière peut mettre en gage quand la société minière va solliciter, par exemple, une créance auprès d'une banque, auprès d'un particulier? Qu'est-ce que la société minière peut mettre en gage comme bien meuble? Ne peut mettre en gage que l'article 176 est très clair, que les produits marchands provenant des gisements qui sont susceptibles de gages. Les produits marchands, c'est-à-dire les minéraux, provenant d'où? Des gisements, des carrières, n'est-ce pas? Des mines. Ces produits marchands-là, ça peut être l'or, ça peut être les diamants, ça peut être les cuivres, ça peut être les cobaltes. Ce sont là les produits que les titulaires des droits miniers ou l'entreprise minière peut mettre en gage. Donc, vous comprenez avec moi que les sûretés telles qu'organisées dans le secteur des mines sont totalement différentes des sûretés telles qu'organisées à la fois dans les droits au WADA
ou dans les codes civils, livret 3 de biens. C'est diamétralement opposé. Vous avez les hypothèques dans le secteur des mines qui sont pratiquement différents des hypothèques dans les droits au WADA. Vous avez les gages dans le secteur des mines qui sont complètement différents des gages dans les droits au WADA ou dans les codes civils livret 3, livret 2 de biens. C'est diamétralement opposé, c'est nettement différent. Alors maintenant on en revient. Puisqu'on a déjà élagué tout ce qui est droit au WADA, puisqu'on a déjà élagué la compréhension, j'ai dit, on a élagué la compréhension du droit au WADA, de gages et des hypothèques, la compréhension du Code civil livret 2 des biens, de gages et des hypothèques, dans la compréhension du Code minier, vous comprenez avec moi que, admettons que la société minière éprouve des besoins et veut solliciter une créance. S'il s'agit de solliciter une créance en termes d'hypothèque, qu'est-ce que la société minière va hypothéquer? S'il faut solliciter la créance en termes de gages, qu'est-ce que la société minière va mettre en gage? Ça, ce sont des éléments indispensables que les communautés locales doivent connaître, des éléments indispensables que la société civile également connaît, je suis certain, connaît, mais doit faire maintenant les suivis. Pourquoi j'ai dit la société civile doit faire les suivis? Parce que ce soit les hypothèques, que ce soit les gages, ce sont des contrats à part entière qui sont signés d'un côté entre la société minière et les créanciers hypothécaires, entre la société minière et les créanciers gagistes. Ce sont des contrats. Or, j'ai dit, en matière de transparence dans le secteur minier, article 7 ter du Code minier, il faut qu'il y ait de la divulgation et de la publication des contrats. Nous devons également, pourquoi pas, connaître qu'est-ce qui est dit dans les contrats signés entre telle entreprise minière et telle structure bancaire, par exemple, en matière de créances hypothécaires. Nous devons connaître. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ces contrats ne sont pas n'importe quel contrat. On doit se le dire. Au regard du code et au regard du règlement minier, quand on signe un contrat de créances et que ces créances portent sur l'hypothèque, mesdames et messieurs, il n'y a que le ministre des Mines qui peut approuver ces contrats. Ici, je l'ai dit et je vous regarde droit dans les yeux, société civile. Je regarde les communautés locales droit dans les yeux. Ce n'est que les ministres des Mines qui a la compétence d'approuver un tel contrat. Vous comprenez un peu l'importance et l'utilité d'un tel contrat. Pourquoi l'administration minière veut avoir un regard sur un contrat qui est signé entre des particuliers? Puisque nous sommes dans le secteur des mines, l'administration minière veut avoir un droit de regard. Puisque l'administration minière veut avoir un droit de regard, ça veut dire, en d'autres termes, l'État congolais n'a pas besoin qu'on puisse les flouer parce que vous êtes en train d'exploiter son sol et son sous-sol. Attention! Les communautés locales habitent sur ces sols-là. La société civile veille sur les intérêts de ces communautés locales. Puisque l'administration minière veille sur ces contrats, pourquoi la société civile, pourquoi les communautés locales ne peuvent pas aussi être regardantes par rapport à ces contrats qui sont signés? Qu'est-ce qui est dit dans ces contrats-là? Parce que vous le vouliez ou pas, in fine, ces contrats doivent être enregistrés, n'est-ce pas, au niveau du cadastre minier.
puisque ce contrat doit être enregistré, il faut mettre en tête qu'il y a des pourcentages qui vont rester dans la caisse, dans les trésors publics. Parce que si l'hypothèque, la somme de cette créance relative à l'hypothèque porte par exemple de 0 à 100 millions de dollars américains, vous devez déposer 0,5% dans les comptes du trésor public. Si ça porte de 100 millions à 500 millions de dollars américains, vous devez déposer, si ma mémoire est bonne, 3%. Si c'est de 500 millions à 1 milliard de dollars américains, vous devez déposer, je crois, 0,2%. Et si c'est de 1 milliard de dollars américains et plus, vous devez déposer 0,1%. Et prenez 0,1% de 1 milliard de dollars américains, c'est beaucoup d'argent. Voilà pourquoi l'État congolais, l'administration minière, par les truchements du ministère des Mines, veille sur ces contrats, mesdames et messieurs. Ce sont des contrats importants. Et j'ai besoin que la société civile, j'ai besoin que les communautés locales puissent, pourquoi pas aussi, veiller sur ces contrats-là. Voilà pourquoi on a érigé les principes de la transparence dans les secteurs miniers afin de permettre à tout le monde, via les sites internet du ministère des Mines par l'entremise de la CTCPM, à avoir droit à l'information. Nous ne pouvons avoir droit à l'information qu'à travers la publication de tels contrats, qu'on sache quelles sont les sommes colossales qui y sont prévues. Les communautés locales doivent en savoir. La communauté, la société civile doit en savoir. La communauté ou l'opinion nationale doit pourquoi pas aussi savoir cela. Il n'y a aucun secret parce que c'est un contrat qui doit être approuvé. Et je veux plus loin. Est-ce que vous savez que ces contrats-là doivent faire l'objet de 2 instructions? Vous avez l'instruction cadastrale, parce que le cadastre minier doit se rassurer si les titres, les permis de recherche, les permis d'exploitation, les permis d'exploitation de régions, les permis d'exploitation des petites mines, qui font l'objet de cette hypothèque-là, sont vrais, sont authentiques. Vous ne pouvez pas hypothéquer votre permis de recherche alors que ce permis de recherche n'est pas authentique. Voilà pourquoi le cadastre minier y veille. Et la société civile doit également veiller. La société civile doit également connaître quand est-ce qu'il y a un contrat de créance sur l'hypothèque. C'est extrêmement important. Parce que vous le vouliez ou pas, ces périmètres-là, il y a les communautés locales qui y vivent. Même s'il y a la délocalisation se fait dans une partie du périmètre minier, dont les communautés locales y sont toujours. Et les biens par incorporation situés dans les périmètres miniers, dont la société minière va mettre en hypothèque, mais les communautés locales y vivent. Elles ont droit à l'information, s'il vous plaît. Voilà pourquoi j'insiste sur les sûretés dans le secteur des mines. Ce sont des contrats indispensables qui méritent d'être connus par tout le monde. Et même en parlant des gages, vous allez gager, par exemple, un gisement où il y a des cobalt, un gisement où il y a de l'or, un gisement où il y a du diamant. Mais nous devons connaître, nous devons avoir l'information quant à ce. Le problème, c'est au niveau de l'information. Et j'insiste, l'article 7 ter du Code minier parle de la transparence, de la traçabilité. J'insiste sur la transparence. Et en parlant de la transparence, l'article 7 érige les principes de la divulgation et de la publication des contrats en normes. Et nous sommes appelés à respecter ces normes, s'il vous plaît. Et ici, j'en appelle à la société civile de vraiment suivre tous les contrats relatifs aux hypothèques, tous les contrats relatifs aux gages doivent être rendus publics
Et nous sommes appelés à connaître ce qu'il y a à l'intérieur de ces contrats. C'est très important à la fois pour l'intérêt des communautés locales et pour l'intérêt de la nation congolaise tout entière, parce que derrière ces contrats, il y a des sommes colossales, des sommes importantes, lesquelles sommes entrent dans le trésor public. Et en tant que Congolais, nous sommes appelés à connaître combien ça entre dans le trésor public, et ça permettra, pourquoi pas, au secteur des mines d'être davantage un des secteurs importants. Qu'on ne dise pas que le secteur des mines, c'est un secteur moins important. Non, c'est un des secteurs importants et ça doit rester un secteur important parce qu'il y a des flux financiers qui circulent et qui doivent impérativement servir à l'éclosion économique et au développement de nos communautés locales. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je suis très content de parler de ce sujet. J'avais beaucoup de choses à dire par rapport aux sûretés, mais le temps nous imparti est arrivé à sa fin. Merci au directeur technique Jean-Marc Kadi. Merci à Eric Wamba pour ses soutiens. Et merci à vous tous d'avoir suivi Dossier spécial. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir et à demain. Merci.